Un adolescent à peine âgé de 15 ans marche seul dans une rue vide, sombre et épeurante. La nuit est tombée, l'air est glacial et son mince uniforme de fast-food n'arrive pas à lui offrir suffisamment de protection contre ce froid. Son pas s'accélère comme pour échapper à quelque chose d'invisible. Derrière lui, une voiture ralentit. Le conducteur, un homme d'allure sympathique et aimant, baisse la fenêtre et lui adresse un sourire chaleureux. « Tu veux un lift? » On gèle dehors. L'adolescent hésite, le regard méfiant. Mais l'homme insiste. Son ton est amical. « Allons non, je suis un gars du coin. Je fais même des spectacles pour les enfants à l'hôpital. C'est moi, Pogo le clown. » Le garçon, pris entre sa fatigue, son besoin de rentrer rapidement et son besoin de se réchauffer, cède à la pression. Il ouvre la portière, s'installe dans le siège et referme la porte, scellant ainsi son sombre destin à ce moment précis, avant de basculer dans une horreur innommable. John Wayne Gacy, sous ses airs normaux, son sourire de clown, dissimulait un monstre d'une froideur et d'un sadisme sans nom. Un homme qui a manipulé, charmé ses victimes, les attirant dans son piège mortel. Et comment un homme peut-il dissimuler à ce point un tel noirceur? Quel traumatisme ou schéma ou troubles psychologiques peuvent se cacher derrière un tel personnage? Dans cet épisode du Psychocrime Podcast, je plonge au cœur de l'histoire horrible de John Wayne Gacy. Je vais explorer son enfance, ses blessures, ses traumatismes et le processus de transformation d'un être humain à un monstre sans pitié. Prépare-toi à découvrir avec moi l'inimaginable. Bon épisode. Trigger warning, traumavertissement. Ce podcast traite de sujets particulièrement difficiles ou sensibles. Il ne convient pas aux enfants et l'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditrice ou de l'auditeur. En tant que psychologue, je tiens à rendre hommage aux victimes et à leurs proches. C'est pour elles que je fais ce podcast. J'ai à cœur d'offrir une analyse pointue, respectueuse et rigoureuse, basée sur de solides études scientifiques dont la liste intégrale est disponible au www.psychocrimepodcast.com. L'objectif est de comprendre les dynamiques psychologiques derrière ces comportements sans jamais excuser les actes criminels. Mes hypothèses sont basées sur les données actuelles, mais ne remplacent pas un diagnostic officiel. Si tu apprécies le podcast, merci de partager, de commenter, t'abonner ou laisser un avis. Bonne écoute! Ma passion, les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast. Segment 0-5 ans. Le 17 mars 1942, par une froide journée de fin d'hiver, John Wayne Gacy Jr. voit le jour dans un petit quartier ouvrier de Chicago, Illinois. Fils du vétéran John Stanley Gacy et de Marion Helen Robinson, il grandit dans une maison plutôt modeste, où les éclats de voix et les bruits des disputes semblent résonner beaucoup plus souvent que les rires d'enfants. Dès ses premières années, John est confronté à une réalité brutale.
Son père, un ancien machiniste, revenu de la Première Guerre mondiale, est un homme au tempérament dur, prompt à lever la voix et souvent la main. Derrière la porte close de leur maison, il impose son autorité avec une rigueur particulièrement froide, réservant ses paroles les plus dures et ses coups les plus lourds à son fils. John est, selon son père, faible, inutile, pas assez homme, et chaque insulte laisse une trace, invisible mais durable. Pourtant, dans cet univers rigide, une figure tente de contrebalancer cette dureté. Marion. La mère de John est douce et protectrice, une espèce de lumière vacillante dans une maison plutôt sombre. Mais ses efforts pour apaiser les tensions tombent à plat face au caractère dominateur, face à la violence de son mari. Elle prend John sous son aile en essayant de protéger des colères paternelles, mais elle-même semble piégée dans une spirale infernale de peur et de violence conjugale. À l'âge de 4 ans, John commence à souffrir de problèmes de santé. Il souffre d'évanouissements fréquents et inexpliqués, et ceux-ci inquiètent sa mère, mais son père y voit une autre preuve de sa faiblesse. Il n'a pourtant que 4 ans à ce moment-là. Son père se met à le traiter avec encore plus de mépris, l'accusant de simuler, de vouloir attirer l'attention inutilement. Et ces épisodes de santé fragilisent encore davantage le garçon, le coupant des autres enfants du voisinage qui le jugent différent ou bizarre. Dès ses premières années, le jeune John passe plus de temps à observer le monde autour de lui, le regard souvent baissé pour éviter les éclairs de colère de son père violent. Il apprend rapidement à marcher sur des œufs, à anticiper les réactions des autres, à chercher la validation par de petits gestes qui attirent, ne serait-ce qu'un court instant, une attention moins hostile. Le climat de tension constante dans la maison des Gacy pose les premières pierres d'un cheminement particulièrement sombre. Ces années de rejet et de violence laissent une empreinte indélébile sur l'enfant, modelant sa perception de lui-même et des autres. Mais pour l'instant, il n'est encore qu'un tout jeune garçon frêle, aux yeux remplis de questions et aux rêves ensevelis, sous le poids d'un silence imposé. Segment 5 à 10 ans. L'enfance de John Wayne Gacy entre ses 5 et ses 10 ans reflète un monde fait de paradoxes. D'un côté, il cherche à se conformer et à attirer l'approbation de son père, un homme intransigeant, autoritaire et violent. Mais de l'autre, il commence à développer un sentiment de rejet et d'étrangeté qui deviendra central dans tout son parcours. Dès cet âge, Gacy manifeste une volonté évidente de plaire, mais il est souvent confronté à l'indifférence, au rejet et au mépris. Son père, en proie à ses propres démons, considère et traite son fils de faible, d'efféminé et toutes sortes d'autres insultes plus humiliantes et dégradantes les unes que les autres. Des mots que l'enfant ne comprend pas totalement, mais qui marquent profondément son esprit comme des griffes invisibles. Les remarques acerbes et les punitions sévères, voire violentes, du père, et surtout aléatoires ou arbitraires, tissent un fil rouge d'humiliation et d'injustice dans son esprit tout jeune. À l'école, John n'est pas particulièrement brillant, mais il compense par sa gentillesse et son désir incommensurable d'être aimé, d'être accepté. Pourtant, à cet endroit aussi, il rencontre des défis. Ses absences répétées, dues à des problèmes de santé, le marginalisent. Les autres enfants, parfois, on le sait, particulièrement cruels, le voient comme différent. Un mot qui, pour Gacy, commence à résonner comme une espèce de malédiction. C'est également durant cette période-là que survient un épisode marquant. Un voisin adulte, en apparence bienveillant, l'invite fréquemment chez lui. Mais derrière cette façade amicale se cache un prédateur sexuel. Gacy y aurait subi de nombreux abus sexuels à cet âge et il ne possède pas les outils pour comprendre, pour verbaliser ce qu'il subit et puisqu'il a peur de la violence à la maison, il n'ose pas le faire.
Ce traumatisme reste donc enfoui, non reconnu, non avoué, et s'enracine profondément dans les méandres de son esprit. Ce voisin lui demande bien sûr de garder le secret, un concept qui deviendra ça aussi central dans la vie de Gacy, autant dans sa relation avec lui-même qu'avec les autres. Entre les attentes écrasantes et inatteignables de son père et ses premières blessures psychologiques, ses traumatismes, l'enfant se réfugie dans des activités solitaires cherchant des moyens d'exister, dans un monde où il se sent de plus en plus invisible. La dissonance entre ce qu'il ressent intérieurement et ce qu'il montre extérieurement devient palpable, annonçant des fractures psychologiques particulièrement profondes qui se creuseront de plus en plus avec le temps. Segment 10-15 ans. À l'adolescence, John Wayne Gacy cherche désespérément à trouver sa place dans un univers qui semble toujours et encore le rejeter. Les années entre l'âge de 10 et 15 ans marquent une période de tension accrue. À la maison, comme à l'école, où ses tentatives de se conformer aux attentes sociales et familiales se heurtent à une réalité impitoyable. Gacy reste sous l'emprise de son père, dont les critiques et les violences verbales se font de plus en plus fréquentes. Son père lui reproche son manque d'aptitude physique, le compare sans cesse à d'autres garçons qu'il juge plus hommes, plus forts. Gacy, qui est de nature plutôt sensible, absorbe ces reproches comme autant de preuves de son inadéquation. Malgré tout, il persiste à chercher, plus que tout, l'approbation paternelle, participant à des activités qu'il espère valoriser, mais qui ne feront qu'exacerber le mépris de son père. L'école, autrefois un refuge imparfait, devient alors un lieu de marginalisation, d'une plus grande marginalisation encore. Gacy n'excelle ni dans les sports, ni dans les activités académiques, et il est souvent la cible d'humiliation et de moquerie de la part de ses pairs. Sa santé, toujours marquée par des épisodes de perte de conscience complètement inexpliqués, aggrave son isolement. Ces évanouissements que personne ne parvient à diagnostiquer clairement alimentent donc des rumeurs à son sujet, renforçant son sentiment de différence et de rejet. Malgré tout, Gacy commence à montrer des traits qui deviendront caractéristiques à l'âge adulte. Un charme manipulatif et une capacité à se montrer serviable pour se faire accepter. Il devient le bon petit garçon, le gentil garçon, tout prêt à aider, et il porte un masque pour cacher ses insécurités et ses souffrances. Mais derrière ce sourire, une colère sourde grandit sans cesse, alimentée par le sentiment d'être littéralement pris au piège, dans un rôle qu'il ne veut pas ou qu'il ne comprend pas pleinement. C'est aussi durant cette période que Gacy commence à ressentir une grandissante confusion quant à son identité, à son orientation sexuelle. Des désirs qu'il ne peut nommer ou comprendre émergent, ajoutant une couche supplémentaire de tension à son existence déjà fort compliquée. Dans une famille où la honte et le silence sont omniprésents, il apprend rapidement à réprimer ses fantasmes, ses pensées, et à cacher tout ça dans les coins les plus sombres de son esprit. À 15 ans donc, Gacy est un jeune adolescent en plein conflit, tiraillé entre son besoin d'appartenance, sa peur d'être découvert, d'être rejeté, d'être humilié. Ce sont des années où, bien qu'aucun signe extérieur ne l'indique, des fissures profondes commencent à apparaître dans sa psyché, annonçant les fractures irréparables à l'âge adulte. Segment 15-25 ans. À 15 ans, John Wayne Gacy rêve de fuir, quitter la maison familiale, échapper au regard lourd des jugements de son père et trouver enfin une vie où il pourrait être lui-même, libéré des attentes étouffantes de son entourage. Mais la réalité s'avère bien différente. L'adolescence tardive est marquée par des choix et des expériences qui révèlent davantage son caractère complexe et ses luttes, ses conflits intérieurs. Le départ de Gacy du foyer familial est finalement précipité par des conflits qui deviennent de plus en plus tendus
et violent avec son père. Et fatigué de ce climat oppressant, il abandonne ses études secondaires sans obtenir de diplôme et quitte Chicago pour Las Vegas. Là-bas, il espère commencer une nouvelle vie, loin de l'ombre pesante de sa famille. Mais la réalité de Las Vegas n'est pas celle qu'il avait imaginée. Sans diplôme, sans expérience professionnelle, il trouve un emploi particulièrement précaire dans une morgue locale où il y travaille de nuit, isolé, encore une fois, des autres. C'est durant cette période que Gacy commence à explorer ses désirs intérieurs, mais d'une manière troublante et profondément inadéquate. Il avouera plus tard avoir passé plusieurs nuits, seul, avec les corps des victimes. Une expérience qu'il décrira comme à la fois fascinante et épeurante. Ces moments à la morgue marquent donc le début d'une relation de plus en plus déviante avec la mort, bien qu'à ce stade, ses pulsions restent encore contenues ou floues. Après quelques mois à Las Vegas, Gacy retourne à Chicago, ruiné et découragé. Il décide de prendre sa vie en main en retournant à l'école. À 18 ans, donc, il s'inscrit dans un programme de gestion d'entreprise et se découvre un certain talent pour les relations sociales et la négociation. Il commence à s'impliquer dans des organisations civiques et communautaires, se forgeant une espèce d'image de jeune homme impliqué, ambitieux et parfait. Durant cette période, Gacy développe des compétences qui deviendront particulièrement utiles à sa vie d'adulte. Son charisme apparent et sa capacité de manipuler. Il excelle dans l'art de séduire et de convaincre. Une façade qui masque profondément son insécurité. Il s'efforce de construire une identité qui répond aux attentes sociales, mais sous ce masque bien ficelé, ses désirs refoulés et sa colère continuent, encore et encore, de prendre de l'ampleur. À 20 ans, Gacy semble avoir trouvé un certain équilibre. Il décroche un emploi stable dans un magasin de chaussures et rencontre sa toute première femme, Marlene Myers, avec qui il se marie en 1964. À première vue, il semble prêt à entamer une belle vie, une vie normale, devenir un mari dévoué, un membre respectable de la société. Mais derrière ce masque, les tensions invisibles continuent d'accroître, annonçant une trajectoire beaucoup plus sombre. Segment meurtre. Sous les traits joviaux de Pogo le clown, un personnage qu'il incarne lors des fêtes locales et dans des actions lorsqu'il s'implique dans des milieux communautaires, John Wayne Gacy dissimule une façade terrifiante. Entre 1972 et 1978, il a perpétré une série de crimes absolument horribles. Possiblement parmi les pires qu'il m'ait été donné de lire. Ciblant principalement des jeunes hommes, des adolescents, très vulnérables, souvent à la recherche par exemple d'un emploi, d'un logement, d'un échappatoire à leur vie, à leurs difficultés. Gacy utilisait son image publique d'homme respectable et engagé pour gagner la confiance des victimes. Il les attirait dans sa maison de Norwood Park, dans la banlieue de Chicago, sous prétexte de vouloir leur offrir de l'alcool, du travail, d'avoir une conversation amicale. Mais une fois à l'intérieur, l'horreur commençait. Le mode opératoire de Gacy était aussi simple qu'efficace. Après avoir mis ses victimes à l'aise, il leur proposait de participer à un tour de magie qu'il appelait le tour des menottes. Gacy prétendait qu'il pouvait se libérer des menottes en quelques secondes, un tour qu'il démontrait avec assurance. Il incitait ainsi ses victimes à essayer elles-mêmes. Mais une fois menottées, elles comprenaient rapidement qu'il n'y avait aucun tour de magie. À ce moment-là, la personnalité joviale de Gacy changeait brutalement pour laisser place à une violence inouïe et impitoyable. Dans une pièce exiguë à sa maison surnommée
la pièce de jeu, Gacy torturait durant des heures, durant des jours et assassinait ses victimes. La méthode qu'il employait variait, mais elle impliquait toujours des souffrances prolongées, la preuve d'un sadisme profond et de sévères troubles mentaux dont je vais reparler un petit peu plus tard. Il se justifiera d'ailleurs plus tard en déclarant que ces actes de torture étaient une forme d'expression, de libération de ses propres traumatismes, une rationalisation grotesque qui ne parvenait pas du tout à masquer le plaisir morbide qu'il obtenait d'infliger de la douleur. Ce qui rend les actes de Gacy encore plus terrifiants, c'est la façon dont il dissimulait ses crimes a posteriori. Après avoir tué ses victimes, il les enterrait sous le plancher de sa propre maison, dans un espace rampant où il avait creusé une série de fosses pour y cacher les corps. Au final, 29 corps ont été retrouvés sous sa maison et 3 autres dans des cours d'eau à proximité de cette maison-là. Le voisinage n'a jamais suspecté qu'un tel enfer se déroulait à quelques pieds de chez eux, derrière les murs de cette maison en apparence banale. Les disparitions des jeunes hommes, souvent issus de milieux modestes ou marginalisés, passaient souvent inaperçues dans une société qui était encore marquée par des tonnes de préjugés. Ce n'est qu'après l'arrestation de Gacy que l'ampleur de ses crimes a éclaté au grand jour, dévoilant un réseau de victimes qui s'étendait bien au-delà de ce que les autorités avaient envisagé initialement. Segment prison et exécution. C'est en décembre 1978 que l'empire de terreur de John Wayne Gacy s'effondre. L'enquête commence lorsque Robert Peace, un adolescent de 15 ans, disparaît après avoir dit à sa mère qu'il allait rencontrer un entrepreneur local pour un potentiel emploi. Cet entrepreneur était nul autre que John Wayne Gacy. Ce détail, associé à plusieurs témoignages et des preuves circonstancielles, ont permis à la police de se concentrer sur lui comme un principal suspect. Lorsque les enquêteurs ont fini par obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Gacy, ils y ont trouvé bien sûr des objets particulièrement compromettants, notamment des objets personnels appartenant à plusieurs autres jeunes disparus. Bien que cette découverte soit accablante, c'est l'odeur nauséabonde provenant du sous-sol qui va sceller son destin. Cette odeur que Gacy attribuait à des problèmes de plomberie trahissait l'existence macabre des fosses où il avait enterré des tonnes de victimes. Les fouilles qui ont suivi ont donc révélé un véritable carnage. Gacy, face à l'évidence accablante, avoue finalement ses crimes et décrit avec un détachement glacial comment il les avait commis. Sa confession confirme le pire. Il a tué, au minimum, 33 jeunes hommes et adolescents. Parmi ces 33 corps qui ont été découverts, 29 sous la maison de Gacy et 4 dans des cours d'eau à proximité, au moins 5 jeunes hommes sont restés non identifiés. Le procès de John Wayne Gacy débute en 1980 et il est rapidement qualifié de monstre par l'opinion publique. La défense tente de plaider l'annihilation mentale, arguant que Gacy souffre de troubles mentaux sévères, mais le jury n'est pas convaincu. Les preuves de préméditation et de dissimulation de ces crimes sont beaucoup trop accablantes. Après plusieurs semaines de procès, ainsi Gacy est reconnu coupable des 33 meurtres, un record à l'époque aux États-Unis, et il est condamné à mort. Tout au long de son incarcération, Gacy ne montre absolument aucun remords. Il se dépeint comme étant une victime du système judiciaire et continue de nier certains de ses crimes pour lesquels il est pourtant condamné. Étrangement, il se consacre à la peinture, produisant des œuvres macabres, notamment en se mettant en autoportrait, Pogo le clown, personnage de scène, et des toiles qui sont particulièrement troublantes. Ces toiles ont d'ailleurs été vendues pour des milliers de dollars et vont continuer d'alimenter la fascination morbide du public pour cet homme. Après 14 ans dans les couloirs de la mort, John Wayne Gacy est finalement exécuté par injection létale le 10 mai 1994 à la prison de Stateville, dans l'Illinois. L'exécution de John Wayne Gacy a marqué la fin d'une des affaires les plus horribles de l'histoire criminelle américaine,
mais son impact persiste. Les familles des victimes continuent de porter le poids de ces crimes et son cas reste un exemple poignant des profondeurs des troubles humains. Comme à mon habitude, j'aimerais prendre une minute de recueil pour les victimes et leurs familles. Segment traumatisme et violence. Comme à mon habitude, je prends ce segment important pour me pencher sur les différents mécanismes psychologiques et analyser les aspects psychiques de John Wayne Gacy, en débutant par son enfance jusqu'à son décès. John Wayne Gacy est l'incarnation terrifiante d'une dualité humaine. D'un côté, il se présente comme un homme apparemment sociable et respectable, mais de l'autre, le soir, dans l'ombre, il s'avère un des hommes habités par les pulsions les plus destructrices et morbides et atteint de troubles psychologiques sévères. À travers son parcours, on retrouve un amalgame complexe de facteurs développementaux, environnementaux, psychologiques, contextuels, mais possiblement aussi biologiques, neurologiques et héréditaires. Bien sûr, l'amalgame de tous ces facteurs éclaire, mais toujours sans excuser, la genèse de sa violence inouïe. Les traumatismes de l'enfance, blessures invisibles. L'enfance de John Wayne Gacy est marquée par un cocktail destructeur de violences psychologiques, de négligence affective et d'humiliation répétée. Son père exerce une domination toxique sur de nombreuses années et commence dès la petite enfance. Il le ridiculise pour ses échecs, le qualifiant fréquemment de faible, le traitant de tous les noms, toujours de plus en plus dégradants les uns que les autres. Ces messages, internalisés par l'enfant, façonnent chez Gacy une image de soi particulièrement négative, une estime de soi profondément blessée. De nombreuses études ont montré que les enfants qui sont exposés à des environnements parentaux critiques et invalidants, violents, vont développer souvent une combinaison de traits narcissiques, défensifs et de stratégies d'adaptation dysfonctionnelles. Je pense entre autres ici à l'étude de Crouch en 1993 et celle de Hilliard et Wolf en 2002. Parlons des relents particulièrement négatifs et violents qui alimentent plusieurs personnes au retour de la guerre. Ça a été longtemps étudié en psychologie. Combien de fois est-ce que j'ai vu, entendu, lu des cas d'hommes revenant de la guerre et traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues et auxquelles souvent ils ont même participé, sombrer ensuite dans une consommation excessive, dans la violence verbale ou physique et d'autres troubles mentaux qui affectent particulièrement leur fonctionnement, mais aussi leur famille directe. Le père de Gacy revenait de guerre. Et si on ne sait rien de sa propre enfance à lui, on sait au minimum qu'il est probablement revenu transformé et assombri par les horreurs de la guerre comme des milliers d'autres hommes. Bien souvent, et particulièrement dans les années 40, 50, l'armée, ses règles, son personnel, son fonctionnement étaient en soi un premier traumatisme. Sans compter les milliers d'horreurs vues, subies et imposées devant les soldats qui représentent un combiné fatal pour bien des vétérans. Les études scientifiques qui ont porté sur les traumatismes de guerre ont donc démontré à répétition
les nombreuses répercussions profondes sur la santé mentale des vétérans, notamment en ce qui concerne l'usage de substances psychoactives et des violences intrafamiliales post-traumatiques. Si on parle justement des consommations de substances psychoactives, historiquement, les substances psychoactives ont été utilisées littéralement par les militaires pour diverses raisons. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, la cocaïne était consommée par les soldats pour améliorer leur endurance et atténuer la fatigue. Et cette pratique s'est poursuivie lors de la Seconde Guerre mondiale, où des stimulants, à ce moment-là, comme les amphétamines par exemple, étaient distribués pour augmenter la vigilance et la performance au combat. Mais après la guerre, après les conflits, de très nombreux vétérans rentraient à la maison et continuaient de consommer ces substances ou versaient dans d'autres substances parfois plus accessibles comme l'alcool pour en faire un usage dépendant, excessif, souvent pour pouvoir composer avec les souvenirs traumatiques et les symptômes du trouble stress post-traumatique. Cette automédication pouvait bien sûr conduire à des dépendances, mais aussi exacerber toutes sortes de défis dans le processus de réintégration à une vie civile normale au sein de leur famille et de leur société. Les violences intrafamiliales et post-traumatiques, ça aussi, ça a été étudié à plusieurs reprises en lien avec la guerre et le TSPT, et plusieurs de ces études-là ont démontré que les vétérans qui souffrent du TSPT, donc le trouble stress post-traumatique, peuvent éprouver beaucoup de difficultés dans leur relation familiale. Je pense entre autres, c'est dans le TSPT, il y a énormément de symptômes, je ne vais pas toutes les traverser ici, mais des symptômes comme l'hypervigilance, l'irritabilité, des flashbacks envahissants peuvent amener beaucoup de tensions au sein du foyer. Des études ont montré que le TSPT était très souvent associé à une augmentation des comportements violents chez les personnes qui en souffrent, y compris les violences conjugales. Les vétérans peuvent également éprouver des difficultés à établir des liens émotionnels. Ça peut, bien sûr, affecter la dynamique familiale et conduire à des conflits. Et ça, c'est un mécanisme de défense. Quand on est dans un choc traumatique, que notre corps, notre esprit est pris dans cet espace-là, on arrive parfois à dissocier ou à se couper de nous-mêmes, de nos émotions, de notre corps, mais conséquemment des autres aussi. La reconnaissance du TSPT en tant que diagnostic formel est arrivée seulement en 1980 dans nos DSM, bien que les symptômes avaient bien sûr été observés avant, notamment chez les vétérans au retour de la guerre. Cette reconnaissance tardive a fait qu'il y a eu des programmes, des traitements, du soutien et des soins médicaux pour les personnes qui souffraient du TSPT beaucoup trop tard. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour les vétérans. Il y a des services en santé mentale qui sont adaptés justement, y compris des psychologues, des psychiatres spécialisés dans le TSPT, des programmes de réadaptation, des programmes de traitement pour la dépendance aux substances. Mais à l'époque du père de Gacy, il n'y avait pas ça. Et il y a de fortes chances que les traumatismes de guerre aient produit des effets durables sur sa santé mentale, influençant une consommation de substances excessives et des violences familiales. Abus sexuels à l'enfance, perception de la sexualité tordue à tout jamais. Comme j'en ai parlé plus tôt, Gacy aurait subi des abus sexuels durant son enfance. On ne sait pas, hors de tout doute, s'il en a effectivement subi. Mais quand on regarde le reste de sa trajectoire, ça peut facilement pointer en ce sens. Quand on regarde, par exemple, les recherches, les études qui ont porté sur les abus sexuels, on a montré de manière cohérente et répétitive que les enfants victimes de violences sexuelles sont exposés à un risque plus accru de devenir eux-mêmes auteurs d'abus à l'âge adulte ou encore d'être revictimisés dans d'autres relations abusives plus tard. Ce phénomène, souvent classifié, donc le fait de répéter les abus sur d'autres personnes, va être appelé un cycle intergénérationnel de la violence, donc une espèce de transmission d'un trauma à une autre personne. Et ça s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques et neurodéveloppementaux. Une exposition précoce à des abus sexuels engendre profondément des souffrances, des marques, des schémas cristallisés d'attachement, une confusion en lien avec les limites personnelles, les limites relationnelles et une normalisation plutôt inquiétante, implicite
de l'utilisation de coercition ou de violence dans les relations humaines, plus particulièrement dans les relations sexuelles. Pour de nombreux enfants qui ont été abusés, l'humiliation et le contrôle qu'ils ont subis à travers ces abus-là deviennent des modèles relationnels qu'ils peuvent reproduire, souvent bien inconsciemment, à l'âge adulte. Les recherches de Salter en 2003 et de Crestati et ses collègues en 2002 révèlent que les délinquants sexuels ont la plupart du temps eux-mêmes subi des abus sexuels durant l'enfance et présentent des difficultés psychosexuelles en lien par exemple au contrôle et vont avoir un désir compulsif de contrôler leurs victimes et ont aussi une forte propension à la récidive. Les dynamiques ont été également renforcées par des processus de dissociation émotionnelle qu'on va souvent observer chez les victimes d'abus qui ont la difficulté à reconnaître, dans le fond, à la fois la douleur qu'ils ont subie, mais celle qu'ils infligent aussi. Donc, il y a une espèce de coupure, justement, comme on parlait tout de suite là, des traumas dans le TSPT par rapport à la guerre, mais ça se produit aussi par rapport au traumatisme sexuel. Donc, il va y avoir une dissociation, une espèce de coupure d'avec le corps, d'avec les souffrances et, conséquemment, d'avec les autres. Donc, on a plus de facilité à commettre des actes peut-être violents ou sadiques sans avoir de la peine ou de la souffrance pour l'autre personne, sans reconnaître qu'on inflige de la souffrance aux autres. Quand on regarde plus spécifiquement le cas de John Wayne Gacy, la présence d'abus sexuels qu'il aurait subis durant son enfance, ça correspond quand même à un schéma récurrent observé chez plusieurs tueurs en série et délinquants sexuels. Des auteurs comme Jesperson et ses collègues en 2009 et Tarp et ses collègues en 2012 ont démontré que l'exposition précoce à des violences sexuelles et physiques affecte littéralement les zones cérébrales essentielles comme le cortex préfrontal et l'amygdale. Et ça va venir affaiblir la capacité à réguler les impulsions et les comportements de contrôle. Cette dissociation cognitive et émotionnelle pourrait aussi expliquer pourquoi Gacy se percevait comme une espèce de victime du système, malgré la gravité de ses propres actes. Par ailleurs, la symbolique du contrôle est omniprésente dans son modus operandi. Le tour de magie qu'il imposait à ses victimes, la dynamique du piège, l'impuissance qu'un enfant abusé pourrait ressentir face à son agresseur. On voit qu'il y a quelque chose qui se rejoue dans ça. En enterrant ses victimes sous sa maison, qui est un acte pas banal, il reproduisait également une dynamique de contrôle symbolique sur leur corps, semblable à la perpétuation du contrôle post-mortem qu'on observe et dont on a déjà parlé d'ailleurs dans le podcast chez de nombreux tueurs en série. C'est un besoin de contrôle total qui est souvent observé chez les agresseurs qui ont eux-mêmes été victimisés, comme une espèce de tentative inconsciente de résoudre leurs propres conflits internes et de reprendre enfin le contrôle. Gacy ne reproduisait pas seulement la violence qu'il avait possiblement subie, mais il l'institutionnalisait dans un système ritualisé de domination où chaque victime représentait une nouvelle tentative de régner sur son passé dans lequel il n'a jamais pu maîtriser quoi que ce soit. Un narcissisme compensatoire et une quête de pouvoir. Dès l'adolescence, Gacy commence à construire une façade. Il se met en scène comme un individu respectable, impliqué dans la communauté, mais derrière tout ça se cache un besoin pathologique de contrôle, d'approbation et de rejouer les violences dont il a été victime. Les traits narcissiques qu'il développe, souvent associés à des antécédents d'humiliation chronique, s'articulent autour d'une soif de validation externe et extrême. Il y a des études qui portent sur ça, entre autres celle de Peters en 2012. Sa quête de pouvoir sur ses victimes reflète une tentative désespérée de reconquérir une forme d'autorité et de dignité qu'il n'a jamais réussi à obtenir durant son enfance. Les recherches sur les serial killers, et là je pense à plein de recherches dont celle de Baldeo en 2023, de Munchal en 2023 aussi, ont démontré que cette dynamique de renverser le pouvoir est fréquente chez ceux qui ont été victimisés à un très jeune âge durant leur développement. Comme j'en ai souvent parlé dans le Psychocrime podcast, le trouble de personnalité narcissique se développe souvent en réponse à des grandes négligences, des traumas dans le développement de l'individu. Dans le segment diagnostic du podcast, je vais approfondir cette piste. La haine internalisée et l'ambivalence sexuelle.
L'un des aspects les plus complexes de la psyché de Gacy réside dans sa sexualité. D'un côté, il mène une vie publique hétérosexuelle, marié, père de famille, mais de l'autre côté, il nourrit des désirs homosexuels qu'il semble percevoir lui-même comme absolument inacceptables. Probablement en raison des normes sociales de l'époque, mais surtout de la violence et des messages particulièrement dégradants et humiliants de son père, qui associait une masculinité à la force brute et surtout à l'hétérosexualité. Donc, il se produit à l'intérieur de lui une grande dissonance entre son identité publique et le fait de vouloir plaire à son père, et ses vrais désirs qu'il cherche à sublimer, qui vont le pousser finalement à commettre des actes d'une violence extrême, souvent dirigés d'ailleurs contre des jeunes hommes d'orientation homosexuelle. Les travaux de Reynolds en 2024, c'est tout récent, sur la haine internalisée chez certains tueurs en série démontrent que ces individus-là viennent projeter souvent leur dégoût de soi-même sur leurs victimes, qu'ils perçoivent comme des miroirs de leur propre faiblesse. Déclin progressif de l'autocontrôle. Les crimes de Gacy montrent une escalade typique qu'on observe souvent chez les tueurs en série, c'est-à-dire au début, il y a une planification méticuleuse qui cède progressivement la place à une totale désorganisation et à une incapacité de résister aux impulsions. Ce déclin-là peut être attribué à une surestimation de plus en plus croissante de son impunité et à une perte de contrôle émotionnel. Les neurosciences apportent des éclairages fascinants ici. Des études sur le cortex préfrontal et l'amygdale chez les criminels violents révèlent souvent une altération du mécanisme de régulation de l'impulsivité. Je pense ici à l'étude de Shahryar en 2023. L'environnement social et les opportunités criminelles. Gacy prospère dans un contexte, dans un milieu qui facilite ses crimes. Entre autres, son rôle de clown communautaire, sa petite entreprise, son image publique absolument irréprochable lui permettent de recruter facilement des victimes sans éveiller le moindre soupçon. L'époque dans laquelle on se trouve et le manque d'expérience, de connaissances sur le sujet facilitent aussi. Tout ça illustre comment les contextes sociaux et les masques sociaux jouent un rôle essentiel dans les dynamiques criminelles. Comme le souligne Wayne en 2007, l'habileté de Gacy à jongler entre ces deux identités-là reflète un aspect clé de sa psyché, la dissociation. Segment Profil diagnostic. John Wayne Gacy, qu'on a connu sous le nom de clown tueur, est donc l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire. Son cas clinique a suscité de nombreuses hypothèses diagnostiques souvent conflictuelles en raison de la complexité de son profil psychologique. Dans ce segment-ci, je veux explorer les diagnostics qui ont été émis et d'autres qui ont été proposés à son sujet en me basant sur des analyses cliniques et des témoignages, ainsi que sur des études scientifiques pertinentes. Très psychopathique, un profil dominant. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la psychopathie ne se trouve pas comme un diagnostic formel dans le DSM-5 et elle est évaluée par les psychologues et les psychiatres, par l'échelle qu'on appelle la PCLR de Robert Hare, qui va venir mesurer les traits psychologiques et comportementaux qu'on associe à la psychopathie. Gacy, comme de nombreux tueurs en série, bien sûr, présente plusieurs de ces traits, notamment une absence de remords ou d'empathie, malgré ses actes atroces. On a rarement vu ça dans l'histoire d'une atrocité aussi morbide. Gacy maintenait une posture d'innocence, attribuant ses crimes à des circonstances extérieures, niant toute implication, montrant très peu, voire aucune émotion pour ses victimes et illustrant dans le fond un déficit profond d'empathie. Manipulation et charme superficiel. Gacy utilisait son charisme pour séduire et manipuler les autres, y compris ses victimes, les membres de sa communauté, les autorités. Son rôle, par exemple, de clown bienfaiteur dans les événements sociaux, communautaires, est un exemple frappant de sa capacité à masquer sa véritable nature. On pense aussi aux traits de l'impulsivité et des comportements antisociaux. Donc, les crimes de Gacy étaient planifiés, mais son incapacité à résister à ses pulsions violentes et ses actes répétés d'une grande violence témoigne une grande impulsivité qui est tout à fait caractéristique des profils psychopathiques. Les recherches qui portent sur la psychopathie suggèrent qu'il y aurait des anomalies structurelles dans les régions cérébrales clés comme l'amygdale,
et le cortex préfrontal. Je pense entre autres à l'étude de Johnson-Gomez en 2023. Ces anomalies peuvent expliquer les déficits émotionnels et l'absence de régulation comportementale qu'on observe chez Gacy. Trouble de la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité antisociale, qu'on définit dans le DSM-5, est souvent diagnostiqué chez les criminels chroniques qui présentent un grand mépris persistant pour le droit des autres. On pense entre autres aux critères du trouble comme des violations constantes des normes sociales. Gacy, c'est un récidiviste avec, entre autres, il y avait eu une première condamnation pour viol à l'âge de 26 ans. Mais les comportements délinquants se sont poursuivis de plus en plus, malgré les sanctions légales, jusqu'à commettre des crimes d'une horreur sans nom. On pense aussi à l'absence de remords. Gacy n'a montré aucun signe de culpabilité pour ses actes et se positionnait même en victime du système judiciaire. On pense aussi à la manipulation des autres. Donc, en tant qu'entrepreneur respecté, il utilisait son statut social, ses habiletés, son charisme pour asseoir son contrôle sur ses employés et réussir à les piéger et commettre ces crimes atroces sur eux. Selon plusieurs experts, le TPA, c'est le diagnostic, bien sûr, le plus cohérent dans le cas de Gacy. Cependant, on ne peut pas passer outre la présence de traits narcissiques quand même assez forts. Et il y a bien sûr, évidemment, la psychopathie, mais comme c'est pas un diagnostic à proprement parler, on peut le nommer en même temps que le TPA. Dans le fond, le TPA, souvent, c'est la manière officielle de donner un diagnostic à quelqu'un qui a des traits psychopathiques, qui est un psychopathe. Paraphilie, une composante centrale. Les actes de Gacy soulèvent la question des paraphilies. Bien que, encore une fois, ce diagnostic-là n'a pas été officiellement émis, on pense au sadisme sexuel qui était immense chez Gacy. Donc, obtenir un plaisir lié à la dominance et à la souffrance de ses victimes qui étaient souvent abusées, agressées, violées avant d'être tuées. On pense aussi à la nécrophilie. Donc, ça n'a pas été... Il n'y a pas de preuves concrètes, ça n'a pas été documenté dans son cas. Il reste que la manipulation des corps après leur mort pourrait avoir reflété un besoin de contrôle prolongé qui est très commun chez les meurtriers qui présentent ce type de paraphilie-là. Comme dans le cas de Kemper, dans le fond, on peut pas affirmer hors de tout doute que c'est l'existence de paraphilie, mais le cas révèle quand même des schémas d'une grande déviance sexuelle. Impact des traumatismes et des carences parentales. Comme toujours, ça n'excuse rien. Il ne faut pas oublier que le développement de la psychopathie, aussi grave que lorsqu'un individu en vient à commettre des agressions sexuelles ou des meurtres à répétition, il y a toujours plusieurs facteurs combinés. Parmi ceux-ci, oui, il y a les traumatismes, il y a des négligences affectives, ça va peser un lourd poids dans la balance. Quand on pense à Gacy, il a grandi dans un environnement familial marqué par beaucoup d'instabilité, de consommation d'alcool et surtout de violence, d'humiliation, d'agression physique qui ont pu favoriser le développement d'une colère, d'une rage refoulée, projetée plus tard sur ses victimes. On rajoute à ça en plus le fait d'avoir été humilié et rejeté dans les autres milieux, par exemple à l'école par ses pairs. Recherche de validation, un besoin désespéré. Donc effectivement, il avait un besoin désespéré d'être accepté, notamment par les autres, par les figures masculines. Et ça peut avoir contribué à la dualité, à la dissonance qu'il y avait dans son identité. Donc le fait d'adopter une façade socialement acceptable, mais de cacher à l'intérieur de toutes ses forces une rage incontenable. Ces facteurs-là, combinés au schéma d'attachement insécure, vont renforcer l'idée d'un développement psychologique qui a gravement été perturbé et qui a certainement contribué au développement de sa psychopathie et de, plus tard, ses meurtres et ses actes horribles. Quand on pense au diagnostic différentiel, c'est un processus qu'on fait quand on pose un diagnostic en santé mentale, on doit parler des traits narcissiques. Par exemple, on a parlé dans d'autres épisodes que le TPN, le trouble de personnalité narcissique, va se définir par un modèle persistant, dans le fond, de comportement grandiose, un besoin excessif d'être admiré, un manque d'empathie pour les autres. Et ça va se manifester dans différents contextes. Donc, bien sûr, encore là, il n'a pas été diagnostiqué du trouble, mais il y a quand même beaucoup de ces comportements
et de ses attitudes qui suggèrent une présence assez forte de traits narcissiques ou même peut-être du trouble. On pense à toutes sortes d'aspects, par exemple la grandiosité, le sentiment de supériorité, d'avoir un sens exagéré de sa propre importance, dans la manière qu'il avait d'être particulièrement visible, dans son engagement communautaire. Le fait aussi, tu sais, il faut être culotté pour mettre les cadavres de ses victimes dans sa propre maison, convaincu qu'il ne sera jamais pris, donc qu'il est au-dessus de ça, qu'il est au-dessus de l'autorité, qu'il n'y a personne qui n'arrivera jamais à le prendre. On pense aussi à l'alter ego, Pogo le clown, qu'il utilise pour divertir les enfants. On voit qu'il y a comme une espèce de désir de se positionner comme un pilier respecté de la société. Et pourtant, il y avait en dessous de ça un besoin pathologique de domination et de validation. Et ce rôle-là du clown devenait le clown des films d'horreur qu'on peut imaginer qui piégeait et torturait ses victimes. Il avait aussi un besoin excessif d'être admiré. Il était obsédé par la perception que les autres avaient de lui. Il manipulait activement son entourage pour maintenir une apparence d'homme prospère, respectable, allant jusqu'à exploiter des personnes pour renforcer son sentiment de contrôle. Et ça, on va le retrouver aussi ensuite le soir en arrière-scène dans ses meurtres, dans ses crimes. Il avait un manque d'empathie pour être capable d'imposer de la torture aux gens comme ça, et son incapacité à éprouver quelconque remords tout le long qu'il a été incarcéré, ça montre une indifférence glaçante envers les besoins et les souffrances de ses victimes. Et ça, c'est un élément qui est typiquement qu'on appelle du narcissisme malveillant, ou en anglais malignant narcissism. Il y a une absence d'empathie, mais qui va alimenter en plus un comportement qui est particulièrement sadique, destructeur, exploitant. Un des traits distinctifs de Gacy, c'était sa capacité à manipuler, à exploiter les autres pour ses propres avantages. Par exemple, le tour de magie qu'il faisait avec les menottes, qui était présenté comme un jeu inoffensif, illustre parfaitement sa stratégie de dissimulation, mais son désir aussi de dominer, de gagner sur l'autre. Ce type de manipulation, où il feint la bienveillance, qui va se transformer en une interaction d'une violence inouïe, reflète ce type de dynamique d'exploitation narcissique. En plus, Gacy était motivé par un besoin insatiable de contrôle, non seulement sur ses victimes, mais aussi sur la manière dont il était perçu dans la société. Sa maison, où il enterrait les corps des victimes sous le plancher, c'est une métaphore glaçante de cette obsession de contrôle-là. Il maintenait littéralement les victimes à ses pieds, même après leur mort. Quand on pense aux racines du narcissisme de Gacy, on voit qu'il y a des traits qui trouvent probablement leur origine dans son enfance tumultueuse. Il a grandi sous la domination d'un père particulièrement violent et dégradant qui l'humiliait publiquement, constamment, et qu'il considérait comme un raté. Cette dynamique parentale, marquée par des critiques constantes et une absence de validation affective ou identitaire, est devenue le terreau fertile pour le développement d'un trouble ou d'une identité narcissique. En cherchant à compenser un profond sentiment de dévalorisation, Gacy semble avoir construit une image grandiose et déterminée, masquée sous une fragilité sous-jacente. Cette dualité est caractéristique des individus qui souffrent du TPN. Sous l'apparente confiance en soi, l'amour ultime de soi-même se cache en fait une insécurité écrasante, alimentée par une peur d'être rejeté et d'échouer. Le narcissisme de Gacy, bien qu'étroitement lié à sa psychopathie, est une composante essentielle de sa dynamique criminelle. En exploitant son charme et sa position sociale, il a non seulement réussi à manipuler son entourage, mais il a également masqué ses pulsions violentes derrière une façade de respectabilité. Ce besoin de reconnaissance et de domination constant, combiné à une absence totale d'empathie, fait de lui un exemple tellement tragique et glaçant de narcissisme malveillant dans un contexte criminel. L'analyse clinique de John Wayne Gacy met en lumière un profil psychologique complexe, où la psychopathie, le TPA, les traumatismes infantiles, le narcissisme convergent pour donner lieu à un individu profondément troublé et déviant. Son cas illustre la difficulté à tracer des frontières claires entre les diagnostics psychiatriques et la criminalité extrême, tout en soulignant l'importance des contextes développementaux, environnementaux, mais aussi biologiques, neurologiques, héréditaires, dans la formation des comportements d'une aussi grande violence. Cette compréhension-là nous permet d'enrichir les discussions, aussi
sur les facteurs bio-psychosociaux impliqués dans les comportements antisociaux graves. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça, même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services. Tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payé par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle Dr Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Segment Neurosciences. Je veux commencer en mentionnant que quand j'ai eu cette idée d'ajouter le segment neurosciences à mon podcast, j'avais pas réalisé que l'intention était bonne, la passion y était, mais que c'est très difficile de se prononcer sur la génétique, sur les traumatismes crâniens, les anomalies neurochimiques ou structurelles du cerveau d'une personne. Et ça, particulièrement quand elle n'a pas été analysée dans ce sens-là, par exemple avec des scans cérébraux, mais surtout quand son cas remonte aux années 50, 60, 70, 80, parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de données. On peut donc juste spéculer dans ce domaine-là. Donc, au cours des 4 premiers épisodes, j'ai parlé de plusieurs possibilités en matière de neurosciences pour les meurtriers que j'avais analysés dans ces épisodes-là. Là, je voulais pas répéter toujours la même chose sans arrêt pour les 30 épisodes à venir. J'avais envie d'innover. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des recherches à tous les mois sur les neurosciences, plus particulièrement dans le domaine des découvertes récentes, sur le domaine très spécifique des meurtriers en série, des agresseurs, des dirigeants de sectes, donc la psychocriminologie en général, et de présenter ces découvertes-là, ces avancées, dans ce segment-ci du podcast, même si elles ne sont pas nécessairement reliées directement aux meurtriers dont on parle dans cet épisode-là. J'ai récemment lu plusieurs articles, plusieurs études scientifiques fascinantes qui nous éclairent sur les liens entre les neurosciences et les comportements violents. J'avais envie, bien sûr, de les partager ici. Donc, je t'amène avec moi dans cet univers complexe et passionnant où les avancées scientifiques redéfinissent la manière dont on comprend les meurtriers comme John Wayne Gacy. Je présente une étude récente qui a été dirigée par Sajous Turner, publiée en 2020, et qui examine les anomalies en termes de matière grise dans le cerveau des criminels violents. Ces anomalies, qui ont souvent été détectées plus au niveau des régions temporales et frontales, affectent les fonctions critiques comme la régulation des émotions, la prise de décision et l'empathie. Les chercheurs ont découvert que des déficiences dans ces zones cérébrales peuvent littéralement réduire la capacité de la personne à ressentir de la culpabilité, de l'empathie ou à penser, à anticiper les conséquences de ses actes. En d'autres termes, quand ces zones-là sont altérées, ça devient plus facile de justifier à soi-même l'injustifiable. Mais c'est pas tout. Dans une revue de Johnson Gomez qui a été publiée en 2023, on pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations liées aux neurosciences dans le cadre judiciaire? Donc, les tribunaux ont commencé à intégrer les preuves en neurosciences, en particulier pour comprendre si une personne était pleinement consciente ou capable de contrôler ses impulsions au moment de commettre un crime. Et ça, ça peut transformer, littéralement, la manière dont la responsabilité criminelle est évaluée. Imagine, un jour, un avocat pourrait utiliser un IRM cérébral pour argumenter qu'un meurtrier avait des déficits neurologiques majeurs qui ont limité son libre arbitre. Fascinant. Ou troublant. Les deux. Et si on regarde du côté des gènes, l'étude de Dr Léon en 2024 explore comment certaines prédispositions génétiques pourraient influencer la violence. Un gène en particulier, le fameux gène guerrier ou MAOA, est souvent mentionné dans ces discussions-là. Ce gène-là régule, au niveau des neurotransmetteurs,
comme la sérotonine et la dopamine, qui sont 2 hormones du bonheur. Et elles vont jouer un rôle crucial, ces neurohormones, dans la gestion des émotions et dans la gestion des comportements impulsifs. Ce qui est intriguant, c'est que ce gène-là, il agit pas tout seul. Le fait de l'avoir, c'est pas assez pour produire quelque chose. Il va interagir avec l'environnement. Par exemple, quand il y a des expériences d'abandon ou de traumatisme, de maltraitance à l'enfance, il va être décuplé, il va être activé. Mais à quel point peut-on blâmer la génétique pour des actes aussi horribles? Parlons maintenant des facteurs environnementaux et développementaux. L'article de Sandhu, publié en 2021, établit un lien direct entre traumatisme précoce et anomalies neurodéveloppementales. Les individus, comme Gacy, qui ont connu des épisodes de grande maltraitance et d'humiliation dès un très jeune âge. On va venir démontrer dans cette étude-là que ces expériences-là vont modifier littéralement la manière dont le cerveau va se développer. C'est comme si ces traumatismes-là avaient laissé des cicatrices invisibles mais profondes sur les circuits neuronaux, rendant la régulation des impulsions et le développement de l'empathie plus difficile. Un autre point fascinant nous vient de Dou en 2020. Il examine comment les preuves neuroscientifiques sont perçues par les juges et les jurys. Alors que certaines études montrent que l'intégration des neurosciences dans les plaidoyers pourrait atténuer la sévérité des plaintes, d'autres révèlent littéralement que ça peut renforcer l'idée que ces personnes-là, ces individus criminels, sont absolument irrécupérables. Donc, ça soulève un dilemme éthique majeur. Si quelqu'un est biologiquement programmé pour agir violemment, comment équilibrer la justice et la compassion? Enfin, revenons à un point qui est souvent discuté, les traumatismes crâniens. Il semblerait que Gacy ait subi des blessures à la tête lorsqu'il était enfant, ce qui aurait pu contribuer à des comportements impulsifs et une diminution de la régulation émotionnelle. C'est ce qui aurait été beaucoup plus tard diagnostiqué du pourquoi il perdait connaissance et il avait des vomissements. L'étude de Saladino, en 2021, montre que des lésions cérébrales, même mineures, peuvent avoir des conséquences durables sur le comportement. Chez les enfants, ça peut altérer la capacité d'apprentissage social, rendant probable l'adoption de comportements antisociaux. En somme, les neurosciences nous offrent des clés pour mieux comprendre les mécanismes derrière des actes aussi terribles. Elles nous proposent que oui, les expériences de vie, environnementales, traumatismes, etc. peuvent provoquer des comportements, mais que lorsqu'elles sont combinées à des facteurs neurosciences, génétiques et neurostructurels, ça peut expliquer mieux pourquoi ça arrive. Parce que des personnes qui vivent des traumatismes ou des abus, il y en a des milliers, et pourtant il y en a que très peu qui deviennent des meurtriers ou des agresseurs en série. Mais les neurosciences posent aussi des questions difficiles. Où se termine la responsabilité personnelle? Où commence celle de la biologie? Les avancées dans le domaine des neurosciences ne servent pas juste à éclairer les cas passés, mais à réfléchir comment la société peut prévenir des tragédies futures. Es-tu étonné par ces découvertes-là? Je trouve ça quand même assez fascinant et un peu effrayant de voir à quel point nos cerveaux sont malléables, influencés par nos gènes, notre biologie, la chimie, les expériences de vie. C'est un mélange d'inné et d'acquis qui rend chaque cas unique et qui mérite qu'on s'y attarde avec autant de rigueur. Segment Modus et bouche cousue. Je veux plonger au cœur du modus operandi de John Wayne Gacy dans ce segment. On sait qu'il avait une méthode glaçante qui a révélé une planification minutieuse, un besoin dévorant de contrôle et des dynamiques psychologiques profondément troublées. Ce modus operandi, étudié dans les moindres détails par les criminologues, les psychologues, les policiers, offre un aperçu troublant de la complexité psychologique d'un homme qui cachait ses ténèbres sous une façade de normalité. Gacy a opéré principalement dans l'intimité, à son domicile, où il pouvait exercer un contrôle total sur ses victimes. Son mode opératoire suivait un schéma bien précis, démontrant une adaptation et une organisation, une planification qui reflète un niveau élevé de préméditation. D'abord, il ciblait principalement des victimes qui étaient des jeunes hommes et adolescents, souvent très vulnérables en quête d'opportunités. Beaucoup étaient des fugueurs ou des travailleurs occasionnels qu'il arrivait à attirer en promettant de l'emploi, un argent, un toit. Ensuite, il construisait la confiance.
Donc, une des techniques les plus troublantes de Gacy, c'était son talent pour inspirer la confiance. Grâce à son rôle respecté dans la communauté, son charisme apparent, sa posture de patron, il réussissait à désarmer les victimes en les mettant tout de suite à l'aise avant de révéler sa vraie nature. Il organisait parfois des fêtes, des rencontres décontractées et il normalisait son comportement. Ensuite, il y a l'utilisation d'un alter ego. Et il utilisait son costume de Pogo le clown dans les événements communautaires, mais également dans son processus de manipulation, dans son processus de torture auprès de ses victimes. C'était un personnage qui était jovial en apparence, mais vraiment inquiétant en profondeur. Ça reflète une dualité marquée, un besoin de se représenter toujours comme inoffensif, tout en exploitant son pouvoir sur les autres. Une fois la victime à son domicile, Gacy mettait en œuvre son tour de magie où il prétendait exécuter un jeu impliquant des menottes, mais ça se terminait toujours de la même manière, c'est-à-dire que la personne était complètement immobilisée parce que prise dans des menottes. Ce procédé-là démontre un besoin de dominer, de piéger, de déposséder l'autre de tout contrôle. Les agressions de Gacy impliquaient souvent une violence physique et psychologique extrême, accompagnée d'une déshumanisation complète de ses victimes. Il a notamment utilisé la strangulation comme méthode principale, soulignant sa volonté, la proximité, le contrôle absolu sur la vie et la mort de la personne. D'ailleurs, souvent, il allait étrangler la personne, puis la relâchait juste avant la mort et recommençait. Et avec certaines victimes, il a fait ça durant des heures, durant des jours. Gacy a enterré la majorité de ses victimes sous sa maison. Une décision qui reflète à la fois une rationalisation pratique, mais une dissociation émotionnelle extrême. Et ça symbolise également un désir de maintenir le contrôle sur les autres, sur ses victimes, après la mort. Le modus operandi de Gacy révèle une combinaison troublante de traits psychologiques, besoin de domination absolue, le tour de magie, comme une métaphore glaçante de son besoin compulsif de domination, à la fois physique, mais symbolique. Ça pourrait aussi cacher toute la dévalorisation et sa peur qui est en dessous, donc en mobilisant chez lui dans un univers connu avec des menottes, sa victime est sûre de réussir son crime. Tout ça, cette dynamique-là, combinée à l'humiliation qu'il faisait de ses victimes, reflète finalement un schéma profond de mépris pour les autres. En enterrant les corps sous sa maison, Gacy s'assurait que ses victimes restent littéralement à ses pieds, en illustrant une grande dépersonnalisation et une appropriation totale sur leur être. Le processus méthodique, presque rituel de ces meurtres suggère une tentative de résolution psychologique, une répétition compulsive pour tenter d'apaiser ses propres conflits internes qui étaient profondément ancrés. Contrairement à d'autres meurtriers, donc je pense à Ted Bundy ou à Ed Kemper, qu'on a parlé dans d'autres épisodes, eux opéraient souvent dans des environnements isolés, mais publics. Gacy, lui, a littéralement transformé son foyer, sa propre maison, en théâtre de l'horreur. Et cette particularité-là démontre un niveau de dissociation remarquable, une capacité à compartimenter une vie publique, respectable, presque parfaite, versus des crimes horribles et innommables. Le cas de Gacy met en lumière des vulnérabilités sociales et culturelles de l'époque. Les jeunes hommes disparus, qui étaient souvent considérés comme des homosexuels, des fugueurs, ne recevaient aucune attention, en tout cas pas l'attention qu'ils méritaient dans les médias, qu'on les cherche, qu'on s'intéresse à leur cas. Et cette négligence systématique-là a permis à Gacy de continuer ses crimes beaucoup plus longtemps que ça aurait dû. Segment croissance post-traumatique. Pour moi, ce segment-là, il est absolument capital. C'est là où on prend un temps de recul pour réfléchir ici au cas de John Wayne Gacy, aussi tragique et monstrueuse que l'histoire puisse être. Qu'est-ce qu'elle nous a appris comme société? Comment peut-on prendre une horreur indicible pour en garder un moyen de grandir, d'évoluer, de transformer ces traumatismes en leçons durables et s'assurer, faire en sorte qu'on se protège comme société puis qu'on réduise les chances que des crimes horribles se reproduisent comme ça. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ce podcast-là, je le fais pour les victimes, pour leurs familles. Et même si leurs pertes sont absolument irremplaçables, les souffrances qu'elles ont vécues ne doivent pas être en vain.
L'affaire de John Wayne Gacy n'a pas seulement révélé les profondeurs de la cruauté humaine, mais elle a aussi stimulé des avancées dans des domaines aussi variés que les sciences médico-légales, la psychologie criminelle, le droit des victimes, et je veux qu'on regarde un peu ce que ça nous a laissé comme héritage. Donc, premièrement, une révolution des sciences médico-légales. Le cas de Gacy a mis en lumière l'importance cruciale des technologies médico-légales pour résoudre des crimes complexes. L'identification de 29 corps retrouvés dans des espaces confinés de sa maison a provoqué des avancées inédites dans les techniques de reconnaissance dentaire et d'analyse osseuse. Ces efforts ont littéralement jeté les bases pour une utilisation systémique des bases de données ADN dans les affaires criminelles. L'utilisation de l'ADN, bien qu'encore à ses premiers balbutiements à ce moment-là, a depuis quand même permis de résoudre des milliers d'affaires similaires, de retrouver des victimes qui n'avaient jamais été identifiées, d'apporter une forme de paix, de clôture aux familles endeuillées. L'affaire Gacy a également démontré une nécessité d'enregistrer, d'avoir un enregistrement centralisé des personnes disparues, une lacune qui a maintenant été comblée dans de très nombreux pays. Ensuite, ça nous a permis de comprendre les trajectoires des tueurs en série. L'étude approfondie de Gacy a fourni des informations précieuses sur les tueurs en série, leur psychologie et leur motivation. Les chercheurs ont exploré comment les traumatismes infantiles, combinés à des traits psychopathiques, peuvent converger pour produire des comportements aussi extrêmes, aussi inexplicables que ceux des meurtriers et des agresseurs en série. Des études récentes ont montré que des blessures précoces, comme celles subies par Gacy durant son enfance, affectent les structures cérébrales comme le cortex préfrontal, qui est responsable du contrôle des impulsions et de la régulation des décisions, ainsi que l'amygdale, qui est impliquée dans la réponse émotionnelle. Ces découvertes continuent de guider les efforts pour identifier des signes d'alerte, des red flags, chez les jeunes, chez les enfants à risque, et ainsi mieux intervenir avant qu'ils ne deviennent une menace pour notre société. Le renforcement des droits des victimes et de leurs familles. Les familles des victimes de Gacy ont dû affronter l'horreur de l'incertitude, beaucoup d'entre elles ne découvrant que plusieurs années plus tard, après la disparition de leurs proches, qu'il avait été une victime de Gacy. Ce cas-là a sensibilisé les autorités, la société, à l'importance de communiquer efficacement avec les familles, avec les proches, pour offrir du soutien psychologique adapté, mais aussi pour mieux faire les enquêtes, mieux informer les familles, que c'est un droit pour les proches, que les proches aussi sont les victimes de ces personnes-là. Depuis ce cas-là, plusieurs juridictions ont instauré des lois qui garantissent que les familles des victimes soient mieux informées, plus intégrées dans le processus judiciaire. Et ces efforts-là incluent la création de services d'assistance juridique pour les familles et la possibilité de présenter des déclarations d'impact devant les tribunaux. L'éducation préventive, protéger nos jeunes. L'affaire Gacy a montré à quel point les jeunes en quête de travail ou de validation peuvent devenir des personnes vulnérables à des prédateurs. Pour contrer ça, des campagnes éducatives ont vu le jour pour enseigner aux ados, aux jeunes adultes, comment identifier des comportements suspects et éviter des situations dangereuses et très vulnérabilisantes, comme celles dans lesquelles les victimes de Gacy se sont retrouvées. Ces campagnes-là ont contribué à réduire le risque de victimisation tout en sensibilisant le grand public aux tactiques que les prédateurs utilisent pour arriver à leur fin. La collaboration internationale pour identifier les victimes. L'identification des victimes de Gacy a nécessité une coopération qui n'avait jamais eu de précédent avant entre plusieurs agences, pathologistes, experts, policiers, enquêteurs, toutes sortes de personnes dans le domaine médico-légal. Et cet effort collaboratif-là a ensuite servi de modèle pour des enquêtes transfrontalières ultérieures, notamment dans les cas de disparition ou des crimes de masse. Ces collaborations-là ont également mis en lumière l'importance de bases de données centralisées pour les personnes disparues, un concept qui est maintenant adopté at large par des institutions comme Interpol, par exemple, ou des organisations nationales de police. La notion de résilience collective. Si la douleur des familles, des proches, des victimes est incommensurable, leur résilience a aussi été une source d'inspiration,
Beaucoup d'entre elles ont littéralement transformé leur chagrin en actions concrètes, en créant par exemple des organisations, des organismes de soutien pour d'autres familles touchées par des crimes violents ou sont devenus des militants pour produire des changements au niveau législatif. Ces initiatives-là illustrent la capacité de l'être humain que je suis toujours incroyablement fascinée et admirative devant, de force, de résilience, même au cœur des plus grandes souffrances, des plus grandes tragédies. L'histoire de John Wayne Gacy, bien sûr, empreinte de terreur, d'horreur, nous rappelle la lumière qui peut jaillir des ténèbres quand on choisit d'apprendre, de saisir une opportunité pour s'améliorer, autant chez nos professionnels que nos institutions, nos règles, nos lois, nos services, puis au sein de la société en général. Ce cas-là a renforcé notre compréhension des tueurs en série, amélioré les techniques médico-légales et fait avancer le droit des victimes. Plus important encore, ça a montré que même face à l'horreur la plus abjecte qui soit, la résilience humaine et la quête de justice peuvent mener à des réels changements positifs et durables. C'est en honorant ces leçons-là qu'on peut créer un espoir, construire un futur plus sûr, plus éclairé. Voilà, c'est ici que se termine mon exploration de l'univers sombre et particulièrement troublant de John Wayne Gacy, un homme qui, sous ses airs affables et son rôle de pilier communautaire, a commis des actes d'une horreur inimaginable. Mais comme toujours dans ce podcast, au-delà des détails terrifiants, je cherche à comprendre, à apprendre, à grandir et à communiquer ça avec les autres. Les histoires comme celle de Gacy ne sont pas seulement des récits macabres, elles sont aussi des miroirs qui reflètent les lacunes de nos systèmes, les complexités de la psyché humaine et surtout les façons dont nous, en tant que société, en tant qu'êtres humains, pouvons évoluer face à l'injustice et à la souffrance. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est pas seulement l'ampleur des atrocités de Gacy, mais aussi tout ce que cette affaire-là nous a permis de comprendre, comment mieux protéger notre communauté, identifier les red flags, comment offrir une justice, un soutien aux familles des victimes, comment les familles étaient en soi, elles aussi, des victimes dans ces histoires-là. Loin d'être une simple histoire de crime, ce cas-là illustre des nombreux visages de la résilience humaine. Une résilience des familles, des enquêteurs, des communautés qui se sont unis pour affronter l'inimaginable. Le cas nous montre aussi que même face à des monstres, on a la capacité de tirer des leçons, de changer et parfois même de trouver une certaine lueur d'espoir à travers ces ténèbres. Alors que l'épisode touche à sa fin, je veux te remercier de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur de l'horreur et de la compréhension du cas de John Wayne Gacy. Ton écoute, ton engagement, tes réflexions, c'est ce qui donne un sens à mon podcast. Si cet épisode-là t'a interpellé, si t'as appris des choses, si t'as envie de partager des impressions, des idées, des hypothèses, je t'invite à le faire sur les réseaux sociaux du podcast. J'adore lire les commentaires, échanger avec toi, voir comment mes récits, mes analyses, mes hypothèses résonnent dans ta vie. N'oublie pas, même dans les histoires les plus sombres, il y a toujours des leçons à tirer et des façons de transformer les plus grandes souffrances en force. Alors, c'était le dernier épisode, le 6e et dernier épisode de la saison 1 du Psychocrime podcast. Comme toujours, si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager, à me suivre sur les différentes plateformes du podcast et à laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger. Comme j'en ai parlé à l'épisode précédent et dans quelques posts et annonces sur les réseaux du podcast, je vais revenir, et oui, avec une saison 2 et avec grand plaisir. Il va y avoir toutes sortes d'améliorations, des bonus, par exemple, il va y avoir des collabos, plus d'épisodes, un Patreon, mais il va falloir attendre le printemps 2025 pour cette nouvelle série de 10 épisodes qui sera publiée en 2 fois, de 5 épisodes d'un coup. Merci de m'avoir suivi et encouragé pour cette première saison. Bonnes vacances à tous ceux que ça concerne et les autres. Prendons des vacances, ça fait du bien. En tout cas, moi, en fermant la caméra, c'est ça que je m'en vais faire. Merci encore de ton écoute. On se revoit l'année prochaine.
le Psychocrime Podcast. Thème musical et mixage sonore par Jean-Michel Soudre. Logo et graphisme par Jessica Boissonneau. Recherche, réalisation, édition et animation par Dr Véro Ménard, psychologue. Un podcast présenté par Psy Tu savais, Incorporé.